Sur un fait de société qui alimente depuis un certain temps maintenant l'actualité locale, je veux parler bien sûr de l'insécurité et tout particulièrement de la délinquance dans le pays. La dernière action en date s'est produite, on vous le rappelle, non loin de la tribu de Saint-Louis, qui a vu donc le décès d'un jeune homme de 23 ans, et cette triste affaire a donné lieu aux événements que l'on sait. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans cette édition Pascal Vittori, membre du comité de coordination des Républicains et responsable du parti Tous Calédoniens. Pascal Vittori, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal, vous avez créé votre propre parti Tous Calédoniens l'année dernière. Comment se porte-t-il ? Écoutez, il se porte très bien. On a des représentants dans les conseils municipaux de nombreuses communes. On a avec nous le maire de Coumac, on a Lionel Brinon donc, qui est tête de liste à la fois, moi-même à Boulou-Paris. On a comme représentant un ancien élu municipal à Thio. On a avec nous une ancienne élue en assemblée de la province des îles Loyauté, plus d'autres anciens dirigeants politiques. Ça se passe bien. On a aujourd'hui plusieurs centaines d'adhérents et on a notre page Facebook qui est très appréciée. Elle est la deuxième page politique calédonienne en nombre de personnes inscrites. Alors on commence tout de suite par un état des lieux de la délinquance à l'échelle du pays. Quel est votre diagnostic ? Écoutez, c'est pas nouveau, hein. Ça fait un moment déjà, et c'est quelque chose qui use les Calédoniens, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un cambriolage, sans qu'il y ait un vol de voiture. C'est un véritable harcèlement envers les honnêtes gens qui vont travailler tous les jours pour gagner durement leur vie et qui doivent supporter ça. Voilà. Avec un phénomène nouveau, c'est que ces délinquants-là sont de plus en plus jeunes. Voilà. On a de plus en plus affaire à des mineurs. Et puis avec l'épilogue qu'on a connu donc le week-end dernier à Saint-Louis. Alors une question qui fait débat, Pascal, on apprend que beaucoup de jeunes délinquants assimilent leurs actes à une action de lutte pro-indépendantiste. Un commentaire ? Oui, alors moi ce que je crois surtout, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain nombre de leaders politiques qui n'ont jamais dit à une certaine partie de la population, et notamment à la jeunesse, qu'on avait signé un accord de paix. Voilà. Et donc il y a des jeunes qui sont encore dans la lutte armée. Voilà, qui pensent que chaque génération doit faire preuve qu'elle est capable de mener une lutte armée. Et donc ça c'est très grave, il y a une responsabilité politique là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'il faut expliquer à ces jeunes que la lutte armée c'est terminé, qu'aujourd'hui s'ils veulent s'exprimer c'est au sein des institutions qui doivent le faire, et les politiciens ont un devoir de faire cette pédagogie-là. Cependant, moi ce que je note c'est que ces jeunes délinquants-là, la plupart du temps, ils n'ont pas la carte d'un parti politique. Et les partis politiques ont beaucoup de mal à les encadrer. Les partis politiques ont beaucoup de mal à faire venir des jeunes aux réunions politiques et dans les meetings politiques. Et donc la plupart du temps, c'est vrai que ce sont des jeunes qui revendiquent une lutte armée, mais qui n'ont pas de carte politique et qui ne vont pas voter. Donc ils sont à l'extérieur de tout système et ils sont laissés à eux-mêmes. Voilà. Et c'est ce qui est grave, c'est pour ça qu'ils sont incontrôlables, et c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures fortes. Alors justement, quelle est votre analyse très rapidement sur les faits qui se sont passés à Saint-Louis ? Écoutez, moi, d'abord, on ne parle pas de l'enquête qui est en cours, bien sûr, on n'a pas le droit de la commenter. Non, mais de manière générale, oui. La première chose, c'est que je voudrais dire quand même que je comprends la douleur de la famille d'Écoiré. C'est toujours terrible de perdre quelqu'un de sa famille, même dans ces circonstances-là. Et on ne peut pas se réjouir qu'une vie ait été perdue. Je voudrais également féliciter Éric Gay, le maire du Mont-d'Or, parce qu'on l'a vu partout ce week-end, se démener énormément, ne pas compter ses heures, mettre toute son énergie à trouver une solution. Et je voudrais le féliciter parce que c'est vrai qu'il y a comme ça des foyers de délinquance avec des explosions, je dirais, de délinquance et de criminalité à certains endroits, mais on voit bien que quand on a des élus qui connaissent la situation, qui sont des élus d'expérience, eh bien on arrive quand même à garder le contrôle pour ne pas que ça se généralise. Voilà. Et contrairement à ce qui s'est passé par exemple dans les années 80, on voit bien que ce sont des foyers de délinquance, de criminalité qui sont ciblés, mais que ça ne se généralise pas
quand il y a des gens qui s'en occupent. Et puis, eh bien, d'une manière générale, je voudrais saluer l'action des autorités et surtout de la gendarmerie. Parce que les gendarmes, on voit bien quand même que tous les jours, ils mettent leur vie en danger pour assurer la sécurité des citoyens. Il y en a même un certain nombre qui ont été blessés, qui ont risqué leur vie, et donc je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage. Et enfin, je voudrais rendre hommage à l'ensemble des Calédoniens qui ont su garder leur calme, malgré toutes ces contraintes, malgré toutes ces difficultés, malgré tout ce qu'on peut leur imposer au quotidien, et qui savent rester dans le calme pour, encore une fois, que ça ne dérape pas. Alors, quelle est votre analyse aujourd'hui sur les faits pourquoi réagir maintenant, alors que le rôle des politiques est d'abord d'anticiper? Ne pensez-vous pas qu'il est peut-être un peu tard pour le faire? Oui, bien sûr, et toujours trop tard quand on arrive à ce genre d'extrémité. Maintenant, vous savez, la tribu de Saint-Louis, autre que la tribu de Saint-Louis, puisqu'on sait aujourd'hui que la délinquance elle est en train de se généraliser. Sur Saint-Louis, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Sur la délinquance, on sait également que le gros de la délinquance, il vient de quelques foyers. On sait bien qu'il y a une importance, par exemple, de Saint-Louis, de Thio, de Canala, de Wailou. Voilà. Et donc ces zones-là, il faut s'en occuper. Alors, je ne dis pas que rien n'a été fait, parce que beaucoup de choses ont été faites par les communes, par les provinces, etc. Mais, visiblement, ça n'a pas suffi. Donc il faut continuer. Alors, il y a deux types de traitements à apporter, à mon avis. Justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Je vous écoute. Alors, il y a les délinquants confirmés, qui sont multirécidivistes, qui sont allés en prison, qui en ressortent, qui sont violents envers les autres et envers eux-mêmes, qui mettent la vie en danger des autres et leur propre vie en danger, et ceux-là, ça va être très compliqué. Ceux-là, il faut qu'ils soient interpellés par la gendarmerie, qu'ils soient jugés, éventuellement qu'ils fassent leur peine de prison s'ils sont jugés à de la prison, et puis qu'ensuite, on les mette entre les mains d'éducateurs spécialisés pour qu'ils soient réinsérés dans la société. Et puis, surtout, moi, ce qui m'importe, c'est que ces délinquants-là ne contaminent pas de jeunes enfants qui pourraient être dans leur entourage et qui pourraient constituer la prochaine génération de délinquants. Et à mon avis, c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'il faut faire porter les efforts. C'est-à-dire, depuis tout jeune, les enfants, il faut les encadrer. Ils manquent d'encadrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, là, ces jeunes délinquants, ils sont issus de familles monoparentales. Il manque de la présence d'un père ou d'une autorité paternelle, très souvent. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'arrivé à l'âge de l'adolescence, surtout pour les garçons, les mamans ont du mal à conserver l'autorité. Voilà. Eh bien, quand les familles n'arrivent plus à conserver l'autorité, moi je pense que c'est aux collectivités de prendre la relève. Voilà. Alors, par quels moyens? Eh bien, ces jeunes-là, il faut éviter de les laisser traîner dans la rue, à n'importe quelle heure. Donc je pense qu'il faut... Le but, c'est d'avoir dans chaque école des études surveillées. Aujourd'hui, c'est confié à une association qui fait ce qu'elle peut, dont on a réduit les subventions à cause des problèmes des collectivités. Mais moi, je crois qu'il faut donner les moyens. Il faut se donner les moyens d'avoir dans chaque école une étude surveillée pour que les enfants puissent étudier tranquillement et qu'ils ne soient pas dans la rue à être influencés par des délinquants. Ensuite, je pense qu'il faut leur proposer une aide éducative. C'est-à-dire que ceux qui ont des difficultés scolaires, il faut leur apporter une aide pour s'améliorer, en lecture notamment, en calcul. Il faut leur proposer des activités culturelles pour qu'ils arrivent à suivre une scolarité normale. C'est ça le but. Et puis après, eh bien, il faut les encadrer hors temps scolaire. Alors, par le biais d'associations, de clubs de foot, d'activités culturelles, il faut que ces jeunes-là soient encadrés. Après, il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire, on peut leur permettre aussi de s'engager dans la sécurité civile, par exemple. C'est-à-dire, quand j'étais au gouvernement, j'ai subventionné le bac sécurité civile. Voilà. Il faut les encourager, par exemple, et développer les activités du SMA, parce que ça leur donne un cadre, ça leur donne un métier, ça leur donne une formation. Et on sait que quand les jeunes sont encadrés et qu'ils ont une bonne formation, eh bien, ils ont moins tendance à aller vers la délinquance. Que répondez-vous, avant d'aller un petit peu plus loin, Pascal Vittori, que répondez-vous à ceux et celles qui notamment interviennent dans les coups de gueule, dans notre émission du matin, pour dire aussi que le problème c'est qu'ils regrettent de ne pas avoir suffisamment d'autorité, et notamment vis-à-vis de l'État, qui sanctionne les parents qui sont un petit peu trop, on va dire,
comment dirais-je, qui ont un petit peu la main un petit peu large. Moi, je crois, enfin, je suis un père moi-même. Hein. Moi, je crois que quand on veut assumer son rôle de père, il faut savoir s'en donner les moyens. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la loi française, on est capable d'assumer son rôle de père. Vous savez, c'est valable à la fois pour les parents et les autorités coutumières. Moi, j'ai des amis coutumiers qui sont soit chefs de tribu, soit grands chefs. Et donc, je connais par exemple un chef de tribu qui interdit aux délinquants de venir se réfugier dans sa tribu. J'ai un autre ami qui est grand chef, et une fois par an, avec tous les chefs de tribu, il passe dans tout son district et il fait arracher tous les pieds de cannabis. Voilà. Et puis, quand il y a un acte de délinquance dans son district, eh bien, il applique la police coutumière. Et il n'y a pas de problème. Et ça se fait. Donc moi, je crois que c'est possible. Même avec la loi qu'on a actuellement, je crois que c'est possible. Alors après, on peut toujours améliorer. C'est vrai qu'on peut toujours trouver des solutions pour que les coutumiers soient mieux garantis quand ils doivent assurer l'ordre public dans leur tribu. Mais je crois que dès aujourd'hui, on peut faire des choses. Alors on entend le 15e comité des signataires doit se tenir, hein, on le rappelle, sauf imprévu lundi prochain à Paris. Il y a fort à parier que le thème de la délinquance va être abordé. Qu'attendez-vous de l'État sur ce dossier et plus globalement de la délégation des Républicains à laquelle vous êtes attaché, Pascal Vittori? Écoutez, si on doit parler de l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie, alors il faut savoir que c'est vrai, la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre où la sécurité n'est pas facile non plus à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que on a une grande terre, par exemple, qui est très étendue, avec une population qui n'est pas très nombreuse et qui est disséminée. Et donc c'est vrai que quand vous devez, avec des forces de gendarmerie par exemple, vous déplacer d'un endroit à un autre d'une commune, on a de très grandes communes, ça prend du temps. Voilà. Et donc c'est plus difficile d'assurer la sécurité quand vous avez 20 minutes de route à faire avant d'arriver sur le lieu d'intervention. Ça c'est une chose. Ceci dit, ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'ordre public c'est une compétence d'État et que ça fait déjà de nombreuses années que les collectivités locales sont obligées d'intervenir dans le champ de compétences de l'État. En aidant par exemple la police nationale, en fournissant des voitures, des radars, en fournissant des motos à la gendarmerie, en construisant des gendarmeries. La commune de Boulou-Paris a construit la gendarmerie, la commune de Dimbéa souhaite faire la même chose, oui. Et donc on s'aperçoit que peut-être que l'État pourrait mettre davantage de moyens, voyez, pour assurer la sécurité. Après, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire également en matière de répression, si vous voulez. Moi, je pense qu'il faut que chaque commune s'équipe d'une police municipale. Et puis ensuite, il faut donner les moyens à ces policiers municipaux. C'est-à-dire qu'on a des communes aujourd'hui où les policiers municipaux se font tirer dessus à coups de fusil et où ils n'ont pas de gilet pare-balles. Ça, c'est pas normal. On ne peut pas demander à des gens de risquer leur vie et de pas, au minimum, les mettre en sécurité. Oui, mais il y a aussi, pardon, mais j'ai quelques propositions qui me semblent intéressantes. Je suis en train de mettre en place également dans ma commune de Boulou-Paris l'association Les Voisins Vigilants. Voilà. Donc ça permet aux voisins de surveiller les habitations de leurs voisins, d'être en contact avec la gendarmerie, de pouvoir identifier des délinquants, surveiller les rôdeurs, prévenir les gendarmes, et faire ça encadré, on est bien d'accord. Hein. Tout ça encadré dans les règles de la loi. Pas dans des milices, on est bien d'accord. C'est pas des milices du tout, c'est uniquement des voisins qui se surveillent entre eux, en relation avec la gendarmerie. Et les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent que quand on organise ces associations-là dans les différents quartiers, il y a une baisse de la délinquance de 40%. Voilà. Moi, je suis favorable également à ce qu'on appelle un service civique. Je pense qu'il faut faire participer toutes les forces de sécurité à la surveillance du territoire, mais je pense que des citoyens doivent pouvoir aussi être mis à la disposition de la commune, ne serait-ce que pour faire de la surveillance, ne serait-ce que pour passer de l'information, pour passer voir les commerçants, voir si tout se passe bien, etc., etc. Il faut qu'on ait un maillage sur l'ensemble du territoire, une présence qui
décourage les délinquants. Et puis après, il y a d'autres mesures de sécurité plus classiques, les caméras de surveillance, faire appel à des agents de sécurité privés. Voilà, il y a tout un tas de mesures qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Mais cela passe bien entendu par une concertation, un dialogue au niveau des communes, mais aussi une concertation aussi avec les provinces, parce que les provinces ont aussi une part à jouer. On parle de la province sud, parce qu'il y a effectivement beaucoup de délinquance dans le sud. On parle beaucoup moins du nord ou des îles. Alors, dans le nord et les îles, enfin dans le nord en tout cas, on voit bien qu'il commence aussi à y avoir des problèmes de délinquance. Et donc les collectivités du nord vont devoir également s'en soucier. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une vraie collaboration entre les différentes communes, entre les différentes polices municipales, parce que les délinquants se déplacent. Entre la police municipale, la gendarmerie et la police nationale. Pareil, parce que les délinquants se déplacent. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une patrouille entre la police municipale et la gendarmerie, par exemple, dans une commune, eh bien, ils ne peuvent pas monter dans la même voiture. Parce que c'est pas autorisé par la loi, il y a des problèmes d'assurance, etc., etc. Alors on travaille dessus, mais voilà, c'est important c'est important de mutualiser les moyens pour qu'on soit plus efficace. Alors justement, vous avez répondu à pratiquement ma dernière question, qui était de savoir qu'attendiez-vous de l'État sur ce dossier, mais plus globalement maintenant de la part de la délégation des Républicains à laquelle vous êtes rattaché. Qu'avez-vous envie d'entendre dans ce comité des signataires? Moi j'ai envie d'entendre. Alors le ministre de l'Intérieur a dit qu'il allait dévoiler un plan sécurité pour la Nouvelle-Calédonie. Donc moi ce que j'attends de la délégation des Républicains, c'est qu'effectivement elle aille dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'État mette davantage de moyens, déjà à son niveau, et puis ensuite qu'il facilite la coopération entre l'État et les différentes collectivités calédoniennes. Sur le comité des signataires, je voudrais quand même faire une petite intervention, puisque on ne va pas parler que de ça, on va parler aussi de l'avenir institutionnel, et on va parler de la répartition des compétences entre les différentes collectivités. Et je voudrais revenir sur une proposition qui a été faite par le député de la deuxième circonscription, Philippe Gomès, donc un des dirigeants de Calédonie Ensemble, à la télévision dernièrement. Il a dit que Calédonie Ensemble était favorable à un gouvernement majoritaire et à une prime majoritaire aux élections provinciales. Et bien, je voudrais dire que nous, on est totalement défavorable à ça, pour plusieurs raisons. Parce que quand vous avez une prime majoritaire, ça veut dire qu'il suffit que vous soyez en avance d'une voix et vous vous attribuez tous les pouvoirs. Alors aujourd'hui, les pro-français, on est majoritaire, mais imaginez que demain, ce soit les indépendantistes qui nous dépassent d'une voix. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on sera exclu de toutes les institutions. Mais ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas exclure la moitié de la population des institutions pendant 5 ans ou 6 ans. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette proportionnelle, ce scrutin proportionnel a été mis en place au moment de l'accord de Nouméa. Un gouvernement collégial, une proportionnalité pendant les élections provinciales. Et il y a déjà eu un cliquet qui a été mis en place avec la barre des 5% des inscrits, pour éviter que de trop nombreuses petites listes viennent diviser l'électorat. La dernière fois, en 2014, la barre des inscrits était à 4800 voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été mis en place pourquoi? Pour associer les indépendantistes au gouvernement et aux institutions. Et c'est ce qui a fait que les indépendantistes sont sortis de la lutte armée et qu'aujourd'hui, ils mènent leur combat au sein des institutions. Et le risque que l'on prend, si on ne les associe plus aux institutions, eh bien, c'est qu'ils retournent dans la rue, et notamment en province sud. Il y a un vrai risque qu'en province sud, par exemple au conseil municipal de Boulou-Paris, eh bien, les indépendantistes, ils ont un siège sur 19. Voilà. Eh bien, il y a un risque que quand vous êtes sous-représenté par rapport à la population qui vous a élu, eh bien, vous alliez vous faire entendre dans la rue. Et puis, il y a autre chose, c'est que moi je considère que c'est très dangereux pour la démocratie. Voilà. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand vous arrivez en tête, vous vous attribuez tous les pouvoirs. Voilà. Vous ne voulez pas partager le pouvoir. Vous voulez le pouvoir pour vous tout seul ou pour votre parti politique. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça va maintenir des gens en place pendant 30 ou 40 ans. Voilà. Et donc on sait très bien que quand les gens cumulent les mandats comme ça, et qu'ils sont au même poste pendant plusieurs dizaines d'années, on sait très bien que c'est à ce moment-là qu'il y a des dérapages, qu'il y a des abus de pouvoir, qu'il y a des abus avec l'argent public, que les gens se mettent à vouloir contrôler les associations, contrôler les syndicats, contrôler les médias,
Et une fois qu'ils sont en place, eh bien, vous ne pouvez plus les enlever pendant 30 ou 40 ans. Et on n'est plus en démocratie, on est à ce moment-là dans un pouvoir autoritaire. Et moi, je me suis battu toute ma vie contre les pouvoirs autoritaires. Et je compte bien continuer à le faire. Et puis enfin, c'est une façon ancienne de faire de la politique. On ne fait plus de la politique de cette façon-là. Donc réduire les mandats dans le temps, Pascal Vittori, oui, bien sûr, réduire les... 2 mandats, pas plus. Moi, je pense que 2 mandats, c'est bien. Oui. Et donc, c'est une façon ancienne de faire de la politique. Aujourd'hui, dans toutes les démocraties modernes, qu'est-ce qu'on fait? On parle de démocratie participative. On demande aux citoyens de participer à la démocratie. On associe les associations, on associe les syndicats, on associe les patrons à la marche des différentes collectivités. On leur demande leur avis, on les consulte, on crée des comités économiques. Avec l'État, notamment. Oui, bien sûr. Et donc c'est important d'aller dans cette démarche-là. Si on veut vivre en démocratie et continuer à vivre en démocratie, et croyez-moi, il y en a beaucoup qui aimeraient qu'on soit davantage dans un régime autoritaire que dans une démocratie, eh bien, il faut continuer à faire participer le citoyen. Les choses sont dites. Pascal Vittori, merci. Je rappelle que vous êtes membre du comité des coordinations des Républicains et responsable du parti Tous Calédoniens et que vous avez bien entendu micro ouvert à Radio Océane. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt.